Wait. Hello everyone. My name is Phyllis Webstad from the Strachan-Chatlam First Nation, located at Dog Creek and Canoe Creek in central British Columbia. The video you are about to watch briefly outlines the history of Canada and the Indigenous peoples of North America. It is intended to provide context of the historical development of the residential school system and the laws implemented by Canada in dealing with Indigenous peoples over the past centuries. The film was developed to provide information for use in schools and for the general public. The subject is Canadian history, residential schools, and Crown policy towards Indigenous people. The video offers a research timeline to guide us through an understanding of how Indigenous culture and identity were influenced over the centuries through contact and attempts by the government of the day at the destruction of Indigenous culture and language and assimilation of Indigenous into European culture. Please review this program with consideration to the future and the positive changes that may be possible with understanding and greater clarity of the past. Notre chronologie commence en 1491 avec la répartition des Premières Nations sur le territoire connu sous le nom de Dominion du Canada. La conquête européenne commence avec l'arrivée de flottes de pêche le long de la côte orientale et l'exploration à la recherche d'une route vers la Chine et l'Inde. La France explore la partie supérieure de l'Amérique du Nord. Le commerce de la fourrure de castor s'établit vers 1580. Des colonies commencent à s'installer en 1608, tout au long de la voie maritime du Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick. Des colonies anglaises sont fondées le long de la côte est américaine. C'est alors que l'Angleterre et la France entrent en conflit pour la possession de l'Amérique du Nord. La Compagnie de la baie d'Hudson reçoit une charte anglaise pour exploiter économiquement la région connue sous le nom de Terre de Rupert. Des liens commerciaux avec les Premières Nations sont développés pour fournir des fourrures d'animaux au marché européen. Des alliances se nouent entre les puissances européennes et certaines Premières Nations. Les Anglais travaillant avec les Iroquois et les Français avec les Algonquins ont mené des guerres impliquant à la fois les troupes européennes et leurs alliés des Premières Nations pour le contrôle des terres et du commerce. La guerre en Europe pour la succession royale espagnole implique des négociations en Amérique du Nord. Dans sa défaite, la France reconnaît le titre anglais sur la terre de Rupert, Terre-Neuve et l'Acadie. Le Far West est reconnu comme ouvert aux commerçants de toutes les nations. L'armée Wolfe bat celle de Montcalm sur les plaines d'Abraham. Le traité de Paris est signé en 1763. Et la France cède l'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne. La proclamation royale offrait une protection juridique aux colons français et aux Premières Nations sous la couronne britannique. L'élément central de la proclamation royale était la séparation des terres des parties françaises et britanniques de l'Amérique du Nord en une réserve indienne et la reconnaissance officielle du fait que les Premières Nations avaient le droit d'occuper les terres. La proclamation a également mis en place un processus par lequel les terres des Premières Nations pouvaient être achetées par la couronne, par le biais d'un traité pour la colonisation et le développement britannique. La Révolution américaine se termine par le traité de Paris de 1783. La Grande-Bretagne cède aux États-Unis d'Amérique les terres situées sous les Grands Lacs. Une guerre est menée pour les terres situées à l'ouest du fleuve Mississippi, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, avec différentes Premières Nations combattant dans chaque camp. Soutenant les Britanniques, Tecumseh se bat pour la restitution de la réserve indienne perdue par les Premières Nations pendant la Révolution américaine. Les Premières Nations amies de la couronne britannique se déplacent au nord de la frontière, dans le Haut-Canada.
Les conventions de Londres établissent les frontières entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, des Grands Lacs aux montagnes rocheuses. La Compagnie de la baie d'Hudson fusionne avec la Northwest Fur Trading Company. Le traité de l'Oregon cède les États de l'Oregon et de Washington aux États-Unis. Alors que les Premières Nations de l'Est commencent à être assimilées à la culture européenne, les groupes tribaux de l'Ouest poursuivent leur mode de vie traditionnel et développent un partenariat économique avec la Compagnie de la baie d'Hudson. Les Premières Nations de l'Est du Canada étaient enthousiastes à l'idée de s'éduquer et d'éduquer leurs enfants avec la technologie européenne. À la demande des chefs, des écoles ont été créées, là où la population le justifiait. En 1831, le pensionnat Mohawk a été ouvert à Brantford pour offrir des possibilités d'éducation aux Premières Nations de l'Ontario. Le gouvernement britannique avait ses propres idées sur ce qu'il voulait pour l'éducation des Premières Nations. De plus, on commençait à discuter de l'assimilation des Indiens dans la société dominante. Le rapport de la commission Bagot de 1844 propose que la séparation des enfants de leurs parents soit le meilleur moyen de parvenir à l'assimilation. En 1847, Egerton Ryerson, le surintendant de l'éducation, a recommandé que l'éducation des Premières Nations soit axée sur l'instruction religieuse et la formation agricole. Entre-temps, les colonies canadiennes britanniques continuent de se développer. Des traités ont été signés par la couronne britannique afin de fournir davantage de terres aux colons immigrants dans le Haut-Canada. Les traités de Douglas sont négociés entre 1850 et 1854, transférant à la couronne des régions de l'île de Vancouver. Dans la province du Canada, tous les adultes mâles indiens qui peuvent parler, lire et écrire l'anglais ou le français seront émancipés et devront renoncer à leur statut d'Indien et devenir des sujets britanniques à part entière. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique a constitué le Canada en nation, avec une responsabilité fédérale pour les Premières Nations et des terres réservées aux Premières Nations. La santé, l'éducation et la gestion des ressources ont été confiées aux provinces. Lors de la première élection fédérale, seul un petit pourcentage de la population pouvait voter. Les électeurs étaient des hommes possédant des biens réels de valeur. Les femmes, les Noirs et les Premières Nations n'avaient pas le droit de voter. La loi sur l'émancipation des Indiens crée des catégories d'émancipation obligatoires avec pour conséquence la perte du statut de Première Nation pour beaucoup. Louis Riel dirige les Métis du Manitoba, alors que la Compagnie de la baie d'Hudson cède la terre de Rupert au Canada. Cette cession est conditionnelle à la négociation des traités entre le Canada et les Premières Nations avant que la propriété légale ne soit établie. Le Manitoba rejoint le Canada en 1870. Louis Riel s'exile aux États-Unis. En 1871, la Colombie-Britannique se joint au Canada dans des conditions de confédération modifiées. Entre 1871 et 1876, des traités sont signés à travers les prairies le long de la frontière sud, donnant accès à des terres entre la Colombie-Britannique et le Canada. La loi sur les terres fédérales encourage la colonisation européenne dans les prairies, en donnant 160 acres de terre aux colons qui vivront sur la ferme et cultiveront au moins 40 acres. Le gouvernement fédéral combine les lois précédentes et les nouvelles lois dans la loi sur les Indiens du Canada, qui couvre tout le territoire que le gouvernement fédéral contrôle. Les membres des Premières Nations deviennent des pupilles de l'État. L'organisation traditionnelle des villages est remplacée par une structure de conseil de bande. Le gouvernement fédéral définit la prestation de l'éducation pour les jeunes des Premières Nations séparément de la responsabilité provinciale. Un surintendant général est mis en place pour superviser les agents des Indiens dans un ministère fédéral. Les agents des Indiens supervisent et contrôlent tous les aspects de la vie et des libertés des Premières Nations. Le rapport Davin recommande la création d'un système d'écoles industrielles.
où les enfants des Premières Nations peuvent être envoyés pour les soustraire à l'influence de leurs parents et leur enseigner la culture anglaise. En 1880, 11 écoles industrielles fonctionnent au Canada. Le gouvernement fédéral canadien autorise la mise en place d'écoles industrielles résidentielles dans tout l'Ouest. Les amendements à la loi sur les Indiens de 1884. Cette année-là, le potlatch et les rassemblements sont interdits sous la loi des Indiens. L'éducation des enfants est confiée en grande partie à des pensionnats gérés par l'Église. Des lois sont introduites pour limiter les activités des Premières Nations en matière de pêche, de chasse et d'autres activités de cueillette de nourriture. Le chemin de fer transcontinental est achevé et traverse les terres visées par le traité dans le sud des Prairies. La Colombie-Britannique a cédé des terres au contrôle du Canada pour permettre l'accès ferroviaire à Port Moody. Les traités des Premières Nations de la Colombie-Britannique ne sont toujours pas signés. Louis Riel mène les Métis et cherche à obtenir le soutien des Premières Nations pour des griefs concernant la propriété des terres et les obligations du gouvernement en matière de traités. Le gouvernement canadien déclare le Nord-Ouest en rébellion. Des troupes sont envoyées rapidement en utilisant le chemin de fer canadien pour vaincre la rébellion. Défaite à Batoche. Riel est pendu, Poundmaker emprisonné. Les lois sur les laissez-passer entrent en vigueur. Les Premières Nations ne pouvaient pas quitter la réserve sans laissez-passer. Les laissez-passer sont issus par les agents indiens. Le gouvernement fédéral conclut des accords officiels avec les églises chrétiennes pour gérer les pensionnats. Duncan Campbell Scott devient surintendant général adjoint du ministère des Affaires indiennes. Son objectif déclaré est l'assimilation. Il a dirigé le ministère jusqu'en 1932. En 1896, 45 pensionnats industriels fonctionnaient au Canada. Entre 1899 et 1930, le gouvernement fédéral signe des traités dans les régions nordiques des Prairies, Yukon et de l'Ontario. En 1912, le district d'Ungava est transféré à la province de Québec sous réserve que le gouvernement signe des traités avec les Premières Nations. La Convention du Nord québécois a finalement été signée en 1975. Les partis d'opposition critiquent les dépenses excessives du gouvernement pour les écoles industrielles. En réponse, le ministre des Affaires indiennes déclare « Le ministère n'a jamais eu pour politique, pour la conception des écoles industrielles, de mettre les élèves indiens en concurrence avec les Blancs. Le gouvernement change de politique. Les écoles industrielles se concentreront désormais exclusivement sur l'agriculture. Les garçons autochtones deviendront des fermiers polyvalents. Et les filles autochtones apprendront à devenir d'excellentes femmes de ménage. » Les territoires du Nord-Ouest sont divisés pour devenir les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, et des parties sont ajoutées au Manitoba. Une autre modification de la loi sur les Indiens permet de retirer les Premières Nations des réserves situées à proximité ou à l'intérieur de villes de plus de 8000 habitants, ce qui les isole davantage de la société dominante. Dr. Bryce, inspecteur médical, présente un rapport sur la santé des élèves des pensionnats. Certaines parties sont supprimées car elles donnent une mauvaise image du ministère. Les taux de mortalité dans certaines écoles varient de 30 à 60 % sur une période de 5 ans. En 1919, Duncan Campbell Scott supprime le poste de médecin-inspecteur des pensionnats indiens. En 1922, Dr. Bryce publie un rapport complet sur ses découvertes intitulé « Un crime national ». Le chemin de fer du Grand Tronc Pacifique termine sa route vers le nord à travers les provinces des Prairies, de Winnipeg à Prince Rupert. Tous les Autochtones de l'Ouest doivent demander l'autorisation des affaires indiennes par l'intermédiaire de l'agent des Indiens avant de se présenter en costume autochtone dans une danse, une exposition, une ruée ou un concours public. La guerre éclate entre les États européens et finit par devenir mondiale. Plus de 3500 membres des Premières Nations inscrites s'engagent et servent dans le corps expéditionnaire canadien en France.
Les enfants des Premières Nations âgés de 7 à 15 ans sont légalement contraints de fréquenter des pensionnats et des écoles industrielles. Les agents de police sont obligés d'arrêter les enfants et de les amener dans les écoles. Les élèves des pensionnats consacrent, au mieux, la moitié de leur journée scolaire à des matières académiques et le reste à des travaux manuels et à l'instruction religieuse. Étant donné que de nombreuses écoles sont chroniquement sous-financées, de nombreux étudiants se retrouvent rapidement à appliquer leurs compétences de manière à subventionner les écoles. Un amendement à la loi sur les Indiens interdit à quiconque de solliciter des fonds pour des revendications juridiques autochtones sans un permis spécial du surintendant général. Les agents des Indiens avaient le pouvoir sur les membres des Premières Nations inscrites et l'exerçaient dans le but de garder les gens tranquilles et dans leurs réserves. À la discrétion de l'agent, les fauteurs de troubles pouvaient se voir refuser des laissez-passer pour sortir de la réserve ou être mis en prison. La Cour suprême du Canada détermine que les Inuits doivent être classés comme des Indiens et que les ministères qui géraient les affaires du Nord géraient également les affaires Inuits. Au moins 3000 Indiens inscrits, dont 72 femmes sans rôle, ainsi qu'un nombre inconnu d'Inuits, de Métis et d'autres autochtones. Au moins 17 décorations ont été obtenues, dont celle de Tommy Price, qui a reçu la médaille militaire pour la bravoure. Le gouvernement fédéral commence à appliquer les normes des programmes d'études provinciaux aux pensionnats et à intégrer les élèves autochtones dans les écoles ordinaires. Les Premières Nations inscrits ont le droit de voter aux élections de la Colombie-Britannique. Les nouvelles modifications apportées à la loi sur les Indiens en 1951 ont supprimé les restrictions relatives aux lois sur les potlatches, les rassemblements et les festins. Les grands groupes et les familles pouvaient à nouveau se rassembler en vertu de la nouvelle loi. La restriction concernant le financement des revendications juridiques des Premières Nations a été supprimée. Il a été noté qu'après 100 ans de pensionnat, et avec 10 000 étudiants inscrits cette année-là, il était devenu évident que les membres des Premières Nations n'étaient pas assimilés dans le système général du Canada. De plus, le niveau d'éducation dans ces écoles était bien inférieur aux normes canadiennes. Une politique d'intégration était désormais proposée comme la meilleure façon de procéder, tandis que le programme des pensionnats était réformé pour répondre aux nouvelles normes nationales. Les écoles sont peu à peu remplacées par des écoles de jour dans les réserves. En 1960, les Premières Nations du Canada sont autorisées à voter aux élections fédérales. Le partenariat entre le gouvernement et les églises prend fin. Tous les pensionnats restants passent sous contrôle fédéral. En 1979, 1200 élèves sont encore inscrits dans 12 pensionnats à travers le Canada. Avec le rapatriement de la nouvelle Constitution du Canada, la loi reconnaît la responsabilité de la couronne britannique de protéger les droits existants des Autochtones et des traités. Le dernier pensionnat indien ferme ses portes dans le nord de la Colombie-Britannique. L'Ordre des Oblats de Marie-Immaculée présente ses excuses pour son rôle dans le système des pensionnats indiens. Le Conseil tribal de Caribou publie « The Impact of the Residential School », qui contribue au cadre de travail de la Commission royale sur les peuples autochtones. L'Église anglicane du Canada présente ses excuses pour son rôle dans les pensionnats. L'Assemblée générale de l'Église presbytérienne adopte des excuses aux survivants des pensionnats. Un ancien superviseur du pensionnat indien d'Alberni plaide coupable à 16 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur contre des élèves et est condamné à 11 ans de prison. L'évêque Hubert O'Connor est reconnu coupable d'agressions sexuelles découlant de l'époque où il était directeur de la mission Saint-Joseph dans la région de Caribou. Le rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones est publié. Il demande la tenue d'une enquête publique sur les effets des pensionnats sur des générations de Premières Nations. Le dernier pensionnat indien administré par une bande, le pensionnat indien Gordon en Saskatchewan, ferme en 1996. L'Église unie présente ses excuses aux anciens élèves, à leurs familles et à leur communauté pour leur rôle dans le système des pensionnats indiens.
Le territoire du Nunavut a été créé à la suite de négociations de traités avec le peuple inuit. En 2000, la nation Niska de Colombie-Britannique a signé un traité avec le gouvernement provincial et fédéral pour ses droits territoriaux. La Fondation autochtone de guérison est créée grâce à un financement du gouvernement fédéral. Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Phil Fontaine, annonce un recours collectif contre le gouvernement du Canada au sujet de l'héritage des pensionnats indiens. La Gendarmerie royale du Canada présente des excuses aux Premières Nations pour leur rôle dans le système des pensionnats indiens. En 2006, le gouvernement fédéral, les représentants légaux des anciens élèves, l'Assemblée des Premières Nations, les représentants inuits et les Églises signent la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, CRRPI. Le gouvernement fédéral canadien présente des excuses officielles aux survivants du système des pensionnats indiens. La Commission de vérité et de réconciliation commence ses audiences dans tout le Canada. Once an understanding has been developed regarding the residential schools and the laws of Canada as applied to Indigenous people, it becomes possible to understand and relate to the impacts of the Indigenous peoples in Canada. I encourage all to look deeper into this history and with growing awareness help build better relationships between the cultures. The impacts of forced attendance at these schools not only affected the individual attending the school, but changed their lives and the lives of the communities they came from. Generations attended the schools, and what was a traumatic experience of the individual became a growing traumatic experience for the communities. The removal of the students to the schools disconnected family relationships and community relationships, not only within the first generation attending, but through multiple generations. Being forced to attend the schools created bitterness, reduced self-worth, and undermined self-confidence. The lack of love, parents, grandparents, and extended family created a dispossessed individual without the learned skills of living and parenting. I thank you for taking the time to watch the film and trust it may provide a better understanding of the residential school systems and how government policies evolved in regards to the Indigenous people in Canada. Gukjam, thank you, all my relations. Now you say you're sorry. It's not what you say, it's what you do. Tell us you'll do better, but it's hard to believe in you. Now the day has finally come. You told the world that you were wrong, but far too many have passed on now. When it's sorry enough. You took away our children, stole our mother's love, laid waste to our traditions. Wasn't that enough? Separated from our culture so many years, so alone, with no mothers and no fathers.
in a world so far from home. Forced to use another language and punished when you spoke your native tongue. They tried to kill our spirits here, but our hearts still beat as one. Took away our children, stole our mother's love, laid waste to our traditions. Wasn't there